Les conseillers du président Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont rencontré aujourd'hui à Moscou le président russe Vladimir Poutine pour tenter de le convaincre de soutenir la dernière ébauche du plan de paix américain pour l'Ukraine. La réunion au Kremlin fait suite à 2 semaines de négociations intenses autour du plan du président Trump, y compris 2 tours de pourparlers entre les États-Unis et l'Ukraine. Mais il est loin d'être certain que M. Poutine, lui, soit disposé à négocier et à faire des concessions. Pour en discuter, je reçois Dominique Harel, titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. Monsieur Harel, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, il y a beaucoup de confusion qui entoure ce plan de paix, rédigé initialement seul par l'administration Trump. La Maison-Blanche se dit maintenant optimiste pour son adoption. Le président français Emmanuel Macron, lui, estime qu'il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Qu'est-ce qu'on sait de ce que ce plan américain propose maintenant? En fait, très honnêtement, on ne sait pas. On savait quel était le plan il y a une semaine, puisqu'il a coulé. C'est un plan qui était initialement de 28 points. Et on sait maintenant que le plan venait essentiellement de la partie russe, qui avait été un peu travaillé par les négociateurs américains, les mêmes qui sont à Moscou aujourd'hui. Donc, qui reflétait très, très, très largement les demandes russes. Il y a eu des négociations depuis, à Genève il y a une semaine, en Floride, la fin de semaine dernière. Et puis, on nous dit que ce n'est plus le même plan, mais que le gros des négociations, Zelensky a même affirmé hier que les négociations ont duré pendant 6 heures et demie, portaient sur les questions territoriales. C'est d'abord le plus difficile, à savoir est-ce que la demande russe, c'est que l'Ukraine se retire unilatéralement des territoires du Donbass qu'elle a toujours contrôlés, qu'elle contrôle toujours. Et puis, c'est la reconnaissance des territoires qui sont occupés par la Russie depuis 2022 ou même depuis 2014. Là, on pense à la Crimée. Et ça, on ne sait pas ce qui a été accepté là, entre les Ukrainiens et les Américains au cours des derniers jours, ce qui va être présenté à Poutine. On ne sait pas exactement. Justement, M. Poutine a fait savoir la semaine dernière qu'il ne ferait aucune concession. Il a d'ailleurs réitéré son exigence que l'Ukraine se retire du territoire qu'il revendique comme étant russe. Alors, quel est l'objectif de ces pourparlers? Est-ce que M. Poutine espère s'en servir pour alléger les sanctions à l'encontre de la Russie? Parce que c'est ce que pense le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui, ce que la Russie répète depuis 4 ans, là, honnêtement, depuis le début de la guerre, mais particulièrement depuis le retour de Trump et ses tentatives à un accord de paix, c'est que oui, nous sommes pour la paix, mais à nos conditions. Mais les conditions sont complètement inacceptables pour l'Ukraine. Et quand on dit complètement inacceptable pour l'Ukraine, c'est pas parce que l'Ukraine ne veut pas une cessation de la guerre. La position ukrainienne, qui est aussi la position européenne, c'est qu'il devrait d'abord y avoir un cessez-le-feu sur la base du front qui est concret, là, c'est-à-dire de facto, euh, la ligne de front extrêmement longue. Autrement dit, que bon, l'Ukraine reconnaît de facto que la Russie occupe des territoires dans le Donbass, en Crimée, dans le sud de l'Ukraine, etc. Et puis là, ensuite, on négocie. Ce qui n'est pas la position russe. La position russe, c'est il faut en venir à un accord complet. Mais l'accord complet, au-delà de la question territoriale, la Russie insiste pour ce qu'elle appelle une démilitarisation de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est que l'armée ukrainienne deviendrait moins importante, il y aurait on parle même d'une limite sur le nombre de soldats qu'il pourrait y avoir dans l'armée ukrainienne. Une fois que vous introduisez ce principe-là d'une réduction de la force militaire ukrainienne, c'est très, très dangereux pour l'Ukraine. Et je dirais même pour l'Europe aussi, parce que la position européenne, c'est que si l'Ukraine perd cette guerre-là, l'Europe va être en très grand danger. Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Et ça reste encore la position russe, la démilitarisation. Est-ce que vous pouvez nous Donc, parler...
Est-ce que vous Allez-y. pouvez nous parler justement du calcul que M. Poutine fait en ce moment? Comment est-ce qu'il voit la guerre aujourd'hui, les efforts des États-Unis pour y mettre fin? Et évidemment, l'économie russe s'est révélée beaucoup plus résistante que beaucoup ne l'auraient imaginé. Est-ce qu'il subit des pressions, soit à l'intérieur de la Russie ou à l'extérieur, pour vraiment mettre fin à la guerre? Ben, écoutez, l'économie russe est de plus en plus sous pression. Là, on a même des chiffres qui sont sortis. C'est difficile d'avoir une idée très précise de la santé de l'économie russe parce qu'il y a beaucoup de données qui sont devenues secrètes là, en Russie. Mais c'est clair qu'une très, très grande partie, on dirait jusqu'à 40 du budget est consacré à l'effort de guerre. Et donc, la croissance économique est au ralenti, sinon au point mort, dans tout ce qui ne touche pas à la guerre en Russie. Les pertes humaines sont inouïes, mais ça ne semble pas influencer vraiment la prise de décision de la part du président russe. Il compte sur quoi? Vous savez, une guerre d'usure comme ça, c'est une guerre de volonté. Alors, la Russie bombarde systématiquement à tous les jours, je devrais dire à toutes les nuits, des villes ukrainiennes, un peu partout en Ukraine, d'abord et avant tout Kiev. Bon, pourquoi? Bon, là, ils ciblent des infrastructures énergétiques, donc des centrales hydroélectriques, gazières, etc., pour briser la volonté ukrainienne de continuer de se battre. Ça ne fonctionne pas. Mm. Mais il compte aussi sur la volonté, ou peut-être le manque de volonté politique de la partie américaine. Et c'est ça le point de faiblesse. Jusqu'à quel point les Américains seraient prêts à forcer l'Ukraine à accepter un accord qui lui serait défavorable. Et c'est sur ça que compte Poutine. Il nous reste seulement 30 secondes pour la réponse, mais aujourd'hui, peu de temps avant sa rencontre avec les émissaires américains, M. Poutine a assuré être prêt pour la guerre si les Européens le souhaitent et commencent. Comment est-ce qu'on doit interpréter cette déclaration de sa part? C'est toujours l'inversion des mots, hein, parce que Poutine ou la Russie prétend depuis 2022 qu'elle n'est même pas en guerre avec l'Ukraine, c'est une opération militaire et c'est une opération de défense, puisque c'est en réaction à ce qui allait être une attaque de l'Ukraine et de l'OTAN en Russie. Finalement, c'est complètement le contraire qui s'est produit. Et lorsqu'il y a ce discours-là assez martial envers l'Europe, l'Europe ne cherche pas à attaquer la Russie, mais c'est plutôt la Russie qui pose une menace à la sécurité de l'Europe. Donc, le discours de Poutine aujourd'hui, ben, on l'entend depuis 4 ans pour chercher à intimider essentiellement les Européens. Dominique Harel, je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne soirée.